les complications du membre inférieur du diabète. Cette complication, comme vous le savez, est une complication très fréquente chez les diabétiques. Nous avons, avant d'entamer le congrès qui va parler d'un thème majeur, qui parlera des amputés, de la chirurgie, de la prise en charge après chirurgie jusqu'à l'appareillage et de la reprise socio-professionnelle et fonctionnelle. Nous avons donc pensé, pour cette veillée, parler des complications des membres inférieurs qui sont très fréquentes. Nous avons invité des médecins de renommée qui vont nous parler des complications qui montrent tout d'abord la physiopathologie de ces complications, comment on peut les prendre en charge pour éviter justement l'arrivée à l'amputation qui est quand même une complication dramatique sur le plan social, économique et fonctionnel. Merci de votre présence. Sans tarder, je passe la parole au Dr Michel qui va un peu suivre les débats de cette veillée. Merci. Merci, cher Louis. Donc, c'est avec un grand plaisir que je participe à cette réunion, donc organisée par la Société tunisienne de médecine physique, réadaptation fonctionnelle. Comme vous le voyez, donc, le thème de cette réunion est un thème très pertinent. Il touche à un problème donc, de santé publique, donc au problème de diabète. Donc, quand on sait la prévalence de plus en plus galopante, donc, dans notre pays, aussi dans tous les pays de la région et à travers donc, le monde. Et par ailleurs, l'importance de la prise en charge donc, du diabète et en particulier de ses complications. Et le thème qu'elle a choisi, donc, qui est le pied diabétique, bien entendu, c'est un problème crucial qui va de la prévention donc, jusqu'au traitement et à la prise en charge donc, des patients donc, qui sont amputés. Donc c'est un thème multidisciplinaire, donc il nécessite une collaboration et on le voit donc à travers donc, ce programme. Et je vais appeler donc en premier lieu donc Madame Docteur Inès Slim, qui est assistante donc hospitalo-universitaire donc au service d'endocrinologie donc à Farhat Hachet, qui va nous parler donc de la physiopathologie et de l'épidémiologie donc du pied diabétique. Merci professeur Ché. Je remercie à mon tour le comité d'organisation de nous avoir invités pour participer à ce thème très intéressant, bien sûr qui touche en même temps beaucoup de spécialités. Donc je vais commencer par la première partie qui est la partie de physiopathologie et épidémiologie. D'abord, moi-même je dis bienvenue aux invités à cette ville donc, touristique de Sousse. Et là, c'est pour vous relater un fait, une réalité à laquelle j'étais confrontée dès le début de ma spécialité. C'était en été avec un patient très jeune, 22 ans, qui était diabétique de type 1 et qui, en rentrant donc, de la plage, en marchant pieds nus sur la chaussée, il est venu avec ces pieds-là, 3e degré, brûlure 3e degré des deux plantes des pieds, et il n'a rien senti. Donc ça, c'est le problème d'un diabétique qui ne ressent pas la douleur et qui peut arriver avec des brûlures 3e degré pour consulter. Et c'est le problème sur lequel on va parler. Donc, on va commencer d'abord par l'introduction. Le diabète sucré, comme vous savez, c'est un vrai problème de santé publique. Et bien sûr, qui est très important, non seulement par sa fréquence, mais également par le problème de complications qu'il engendre dans le pied diabétique. Et la particularité du pied diabétique, c'est parce que c'est une pathologie complexe, à multiples facettes, et qui fait intriquer à des degrés divers une atteinte nerveuse, une insuffisance artérielle, avec des anomalies biomécaniques et une fréquence importante de surinfection de ces lésions. Bien sûr, le problème que ça va engendrer des conséquences graves, des amputations, mais également une surmortalité de nos patients diabétiques. Alors, quand on parle du diabète sucré, vous savez que c'est une pathologie, c'est un vrai fléau partout dans le monde. Ce n'est pas un problème qui est spécifique à la Tunisie. Partout dans le monde, on assiste à une fréquence très importante. Et le problème que cette fréquence n'est
n'est pas en train de tendre vers une diminution, au contraire, on assiste actuellement à une augmentation qui excède les 50% dans les années qui vont venir. Le deuxième problème, c'est qu'avec cette fréquence élevée, nos patients diabétiques sont dans la majorité des cas déséquilibrés. Et ceci, c'est un problème partout aussi dans le monde, dans tous les pays. Il y a une fréquence élevée des diabétiques qui ne sont pas contrôlés, donc au Canada, en Europe, aux USA, en Inde, partout, on n'atteint pas les objectifs qui ont été fixés par les sociétés savantes. Et ces objectifs-là, c'est eux qui peuvent permettre, s'ils sont atteints, de prévenir ou au moins de retarder les complications micro-angiopathiques du diabète. Et là, je cite l'étude maghrébine qui a été faite entre la Tunisie, le Maroc et l'Algérie, qui a été faite en 2010 et qui a montré que seulement 21% des diabétiques étaient en dessous des objectifs thérapeutiques. Ceci, bien sûr, va engendrer une morbimortalité associée à cette maladie, avec ce qu'on appelle un chronomètre d'horreur, qui va entraîner dans le monde, pratiquement toutes les 12 minutes, la survenue d'un accident vasculaire cérébral, toutes les 19 minutes, la survenue d'un infarctus du myocarde, mais aussi, presque toutes les 20 minutes, on aura dans le monde une amputation qui est due à la maladie diabétique. Comme vous savez, le diabète est actuellement considéré comme la première cause non traumatique d'amputation des membres inférieurs, avec un risque qui est de 15 voire 20 fois 20 par rapport à la population non diabétique. Alors, concernant les chiffres, dans le monde, on compte à peu près 10% des diabétiques qui ont subi une amputation, dont 50% atteint les orteils. Ce qui est important à noter, c'est que ces amputations ne viennent pas comme ça un jour, mais au contraire, dans la majorité des cas, il y a un ulcère qui précède cette amputation. C'est pour insister sur le fait très important de prévenir la survenue de ces ulcères qui vont, dans un certain nombre de cas, arriver jusqu'à l'amputation. 15% des diabétiques vont développer un ulcère tout au long de leur vie, et cette fréquence va augmenter avec l'âge. D'autres études ont montré que le problème de ces ulcères, c'est un problème aussi de chronicité. Et on compte dans cette étude, cette cohorte européenne, que à peu près 23% des ulcères traînent plus qu'un an. On voit même parmi nos malades. Ça a été fait à l'hôpital de Nabeul et qui a montré que l'amputation des patients, le niveau de métatarsien était présente chez 40%, était faite chez 40% des patients, avec une mortalité qui touche 8 voire 10% des patients. Je reviens à l'étude maghrébine dont je vous ai parlé concernant la fréquence du diabète déséquilibré. Elle a donc concerné 10 centres tunisiens de d'endocrino de nutrition. Elle a inclus 662 patients diabétiques de type 2. Et elle a montré qu'il y a une fréquence d'amputation qui était plus élevée, significativement plus élevée chez l'homme. Probablement, il y a des facteurs
surajoutés chez l'homme, je cite l'artériopathie, le tabac, etc. Aussi, il y a une fréquence qui augmente avec l'âge, jusqu'à 70 ans, bien qu'on a constaté une diminution de la fréquence des amputations après l'âge de 70 ans, que là c'est clair sur ce schéma, que c'était corrélé significativement à l'ancienneté du diabète. Actuellement, on est en train aussi de faire une étude prospective qui est faite entre 3 services de l'hôpital Farhat Rached, le service de médecine de maladies infectieuses, de chirurgie générale et d'endocrinologie, et qui est en train de recruter tous les diabétiques ayant un pied diabétique infecté. C'est une étude à la base, l'objectif principal est de voir la flore donc, microbienne qui est responsable de ces infections. Et ce qu'on a vu déjà sur un an, on a actuellement 120 patients diabétiques avec malperforants plantaires infectés jusque-là. Les résultats ne sont pas encore disponibles. On aura d'autres occasions probablement de les communiquer. Alors bien sûr, toutes ces fréquences vont engendrer certainement un coût économique très élevé, avec des hospitalisations prolongées pour ces patients, des coûts de pansement élevés qui va dépendre du type de l'anomalie. C'est plus lourd quand il s'agit d'une artériopathie que quand il s'agit d'une neuropathie. Les coûts vont être encore plus majorés quand il s'agit d'une infection ou d'une amputation. Les traitements d'ulcères sont toujours très coûteux, quel que soit donc, le pays, qu'il soit développé ou en voie de développement. Là aussi, on ne dispose pas de données précises en Tunisie, mais on est sûr que c'est ce qu'on constate de jour en jour, que ça doit être très très coûteux pour les patients de point de vue changement de pansement pendant des années et des années. Ceci va aussi engendrer un coût social, des canaries de travail, un reclassement professionnel pas toujours évident et possible, et aussi une invalidité pour les patients, et bien sûr, sans oublier la qualité de vie de nos patients, bien sûr, avoir un pied diabétique infecté qui traîne, ça va entraîner certainement une dégradation de la qualité de vie, un problème relationnel avec les autres et ce qu'on appelle un handicap chez nos patients diabétiques. Alors, comment on est arrivé jusque-là chez nos patients? Certainement, il y a des facteurs de risque qui prédisposent à l'apparition de ce pied diabétique. Bien sûr, comme on a dit, les patients qui ont déjà eu une ulcération, une amputation, c'est les patients les plus à risque d'en avoir une autre, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont majeurs, comme la neuropathie périphérique, l'artériopathie des membres inférieurs, avec d'autres facteurs contributifs, comme les déformations des pieds, la limitation de la mobilité articulaire, la présence de complications micro-angiopathiques, l'âge du patient, on a vu que ça augmente avec l'âge, ça augmente avec la durée d'évolution du diabète, avec l'entourage, si c'est un patient qui a un soutien familier ou pas, et bien sûr des facteurs psychologiques surajoutés. Quand on parle de physiopathologie, classiquement, on cite ce trio diabétique, qu'on peut aussi nommer le diabolique, qui est l'association d'une neuropathie, d'une ischémie, avec la présence ultérieure d'une infection surajoutée. Concernant la neuropathie, ça atteint les 3 composantes, la neuropathie sensitive, végétative et motrice. Cette neuropathie sensitive, c'est l'histoire du jeune dont je vous ai parlé, qui est venu de la plage sur la chaussée sans se rendre compte de la chaleur, et c'est ça l'hypoesthésie qui est le primo movens du début de l'anomalie, avec possibilité de traumatisme inaperçu. Ajoutez à ça la neuropathie végétative, avec une ouverture, une hypervascularisation, une ouverture des shunts capillaires, une sécheresse cutanée associée par cette neuropathie autonome qui va entraîner l'apparition de fissures. Et bien sûr, les fissures, c'est considéré comme une porte d'entrée infectieuse par la suite. La neuropathie motrice, elle va entraîner une atrophie musculaire, un déséquilibre entre les fléchisseurs et les extenseurs et un report des pressions sur la tête des métatarsiens, ce qui va engendrer par la suite les déformations qu'on peut voir au niveau des pieds diabétiques. Là, vous avez une image d'un pied neuropathique typique avec une amyotrophie au niveau donc, ici des muscles, une déformation des orteils, ce qu'on appelle des orteils en griffe. Il y a un changement des points de pression associés avec possibilité de pied creux, de pied plat, et si les choses évoluent encore plus, on peut arriver à un stade ultime de ce qu'on appelle neuroarthropathie diabétique, qui est le pied cubique de Charcot, dont les mécanismes sont nombreux,
une neuropathie périphérique d'une part avec une amyotrophie, une perte de la sensibilité de protection des os et des articulations. Avec cette neuropathie autonome dont on a parlé, l'hypervascularisation va entraîner une fragilisation de l'os avec une ostéopénie, une augmentation de la résorption osseuse et donc une possibilité plus fréquente aux microfractures, au moindre traumatisme. Mais ceci n'explique pas tout. Dernièrement, on a su qu'il y a aussi des phénomènes inflammatoires surajoutés avec sécrétion de cytokines, interleukine 1, TNF-alpha et aussi toute une cascade inflammatoire qui va entraîner la maturation des précurseurs des ostéoblastes et qui va aggraver ce risque de micro-fracture. Donc si on récapitule concernant la neuropathie, donc je vous ai dit que c'est en même temps une neuropathie motrice sensitive végétative, associée à ça la présence de micro-traumatismes locaux qui va entraîner par la suite ces ulcérations. C'est la constitution même de ce qu'on appelle le mal perforant plantaire, avec un épaississement au départ, une hyperkératose, comme vous voyez ici. Pardon. Là, c'est l'os. Là, c'est la constitution de ce kyste sérohématique ou vésicule, qui va par la suite entraîner un décollement du diluant et ça va diffuser petit à petit vers l'os et vers l'extérieur, ce qui va entraîner ce qu'on appelle le mal perforant plantaire, comme vous le voyez ici, qui est typiquement vu en regard du premier ou du cinquième métatarsal, tête. Alors le deuxième mécanisme, c'est le mécanisme d'artériopathie, dont l'incidence augmente avec l'âge et la durée du diabète aussi, à peu près 15% à 10 ans, puis ça augmente à 20 ans d'évolution. Les facteurs favorisants dans ce cas aussi l'hyperglycémie, mais surtout pour l'artériopathie, il y a l'implication des facteurs autres que le diabète, comme le tabac, comme l'hypertension artérielle, comme les dyslipidémies, telles que l'augmentation du cholestérol et la baisse du HDL, du bon cholestérol, du HDL cholestérol. Dans un cinquième des cas, on peut assister à une gangrène, comme dans cette photo. Les mécanismes physiopathologiques de l'artériopathie ressemblent beaucoup à l'artériopathie non diabétique, mais les particularités du diabétique, c'est que ça a une évolution rapide, c'est que c'est pluriétagé, c'est bilatéral, la lésion elle est plus diffuse que celle qu'on voit chez les non-diabétiques, avec des lésions aussi bien distales que proximales. Il existe en réalité un détournement du sang vers les capillaires de thermorégulation aux dépens des capillaires nutritifs. C'est pour ça que les pieds artéritiques du diabétique ne sont pas forcément des pieds froids. On peut avoir un pied avec composante artériopathique alors que le pied est faussement vascularisé à cause de ce détournement de sang. Le troisième mécanisme, c'est cette infection surajoutée. Cette infection, c'est une invasion tissulaire, bien sûr, de micro-organismes. Elle peut être responsable d'à peu près 2 tiers des amputations. Elle est responsable de séjours prolongés d'hospitalisation, un coût très important et des tableaux cliniques très variés. C'est différent de la colonisation, vous savez, au contraire, la colonisation, c'est un phénomène physiologique, et au contraire, pour la cicatrisation des plaies, on a besoin de cette flore qui va améliorer et accélérer la cicatrisation. Le problème, c'est que chez les diabétiques, cette flore physiologique, elle est aussi altérée. C'est ce qui va entraîner aussi le retard de cicatrisation des plaies chez les diabétiques. Donc les facteurs favorisants, bien sûr, ils vont dépendre du type, de la taille de l'ulcère, de la localisation, de la profondeur de la plaie, du type aussi de l'espèce bactérienne qui a été identifiée. Et on peut assister soit à des cellulites infectieuses, à une nécrose. Ces deux pathologies, ces deux types de lésions peuvent être à l'origine d'ostéite ou même d'ostéonécrose qui va alourdir la prise en charge, probablement va indiquer non seulement une prise en charge médicale, mais aussi chirurgicale quand il s'agit de séquestres qui vont entraîner des infections à répétition par la suite. Cette infection, comment on va la voir? Ça commence par l'hyperglycémie aussi, altération des neutrophiles, altération des mécanismes de lutte contre l'infection, épaississement des parois capillaires, altération des phénomènes de diabétèse, et ça va entraîner en présence d'une effraction cutanée, un traumatisme direct ou une brûlure comme on a vu, une cellulite localisée qui peut cicatriser, mais qui peut parfois aussi évoluer vers une forme majeure, un sepsis ou une chronicité. Donc si on résume concernant ce schéma physiopathologique, on a en même temps une atteinte des artères qui
va entraîner soit une gangrène, soit tout simplement des troubles de la cicatrisation, une cause extérieure qui est la plaie et une atteinte des nerfs avec une anomalie de la sensibilité et une anomalie de la pression, ce qui va entraîner des callosités, le durian, qui va par la suite évoluer vers l'effraction. La lésion peut être grave et s'infecter et donner une surmortalité chez ces patients. La particularité chez le diabétique, c'est des complications qui sont souvent mixtes. Souvent, on assiste à une neuropathie avec une artériopathie, à des traumatismes souvent d'origine multiple, des chaussures qui sont serrées avec aussi marche pieds nus et un corps étranger, et aussi une multitude de bactéries et de germes en même temps dans la même plaie. Comme vous voyez ici, c'est un cas de malperforant plantaire associé à une gangrène du 4e orteil. Donc pour finir, je vous dis que le pied diabétique, c'est au carrefour de plusieurs choses. D'abord, c'est au carrefour de complications du diabète. C'est en fait un témoin de négligence du passé et du présent chez un patient diabétique, d'un diabète qui reste négligé, compliqué. Mais le point optimiste dans ce cas, c'est que aussi, c'est au carrefour des spécialités. Il faut réellement avoir donc l'implication de plusieurs spécialités, une prise en charge multidisciplinaire pour arriver à la prévention et à une prise en charge plus adéquate de ces patients diabétiques compliqués. Et je vous remercie. Merci Inès. Donc on va regrouper les discussions donc, à la fin. Et je vais passer tout de suite la parole donc, au professeur Jean Pézan, professeur de médecine physique et de réadaptation donc à Nancy, donc de l'Université de Lorraine, et qui va nous parler donc que peut-on faire en rééducation. Merci monsieur. Chers organisateurs, je voulais vous remercier tout d'abord pour votre invitation et puis aussi vous féliciter pour l'organisation et vous féliciter pour ce thème que vous avez choisi parce que ça nous permet, ça nous donne l'occasion de réfléchir et de travailler ensemble autour de ce thème complexe où il faut bien tous se rassembler, toutes spécialités confondues, autour de vraiment cette question complexe. Donc je vais aborder avec vous une question que le comité d'organisation m'a posée et je vois derrière cette question et la façon dont tout ça a été formulé, que peut-on faire en rééducation? Avec l'idée de dire, face à telle lésion qu'on vient de nous montrer, etc., que peut la rééducation par rapport à tout ça? Et donc, le challenge, c'était aussi de vous montrer un petit peu, en toute modestie aussi, ce qu'on peut faire et pas faire en rééducation. On vous l'a dit, en termes de physiopathologie, on arrive à des situations complexes et souvent à des stades avancés. Stade de l'infection, stade de l'ostéoarthropathie, ça a été parfaitement montré dans la communication précédente. Vous voyez que c'est un symptôme, ce pied diabétique, qui est révélateur de 3, la trilogie, 4 phénomènes: la neuropathie sensitivo-motrice, particulièrement sensitive, la neuropathie du système nerveux autonome, les artériopathies, micro et macro, et puis l'atteinte infectieuse, tout dans le contexte d'hyperglycémie. Alors il y a ce pied, d'accord, mais ce pied, il y a une pathologie autour, et c'est la maladie générale qu'il faut bien sûr prendre en compte, avec les pathologies associées, notamment sur un plan cardiovasculaire, etc. Mais c'est aussi les troubles du comportement, dont le comportement d'hypoactivité des diabétiques, notamment de type 2, plus particulièrement. Et ça, c'est important à prendre en compte. Et la rééducation et la médecine physique adaptation a une place pour traiter le pied, mais pour aussi traiter peut-être la pathologie, la maladie, et au-delà de ça, l'individu et les comportements, puisque la médecine physique et adaptation, c'est une médecine de coordination qui a différents domaines de prise en charge. Les lésions, on arrive à des stades souvent avancés, et c'est bien souvent par négligence de patients, de professionnels, battons notre poulpe aussi de temps en temps, ou de l'incapacité à maîtriser les différents phénomènes qu'on a décrits. C'est l'affaire de tous,
médecins généralistes, médecins spécialistes de MPR, diabétologues, que ce soit les chirurgiens vasculaires ou les chirurgiens non vasculaires qui interviennent également, mais c'est aussi l'affaire des soignants, et bien sûr, dans le processus éducatif, le patient, son entourage. Alors la MPR, elle a un rôle et une responsabilité par rapport à un phénomène qui est complexe et global, parce qu'elle est médecine de coordination, parce qu'elle est globale, elle est humaine, et il s'agit de traiter des personnes avec un pied diabétique, mais d'abord des personnes qui ont des comportements particuliers, notamment on va parler d'activité physique et de l'hypoactivité physique, et ça c'est à traiter. Et vous voyez que dans la définition OMS qu'on peut reprendre de la médecine physique, c'est appliquer des mesures dans les domaines médicaux. Quand on dit médicaux, c'est médicaux avec la complémentarité chirurgicale, le social, psychique, technique et pédagogique. Vous voyez combien ça s'applique aux pieds diabétiques et à nos patients diabétiques pour trouver une place qui convienne mieux à la société. Alors la MPR a un rôle et une responsabilité, mais une grande complémentarité à faire avec nos confrères médecins et chirurgiens. Alors j'ai repris quelques idées claires et fortes avec quelques éléments de référence et je les mettrai aussi à disposition. C'est un travail extrêmement simple mais tout à fait pertinent et cliniquement très intéressant du journal de rééducation médicale qui identifie les pieds à risque. Vous voyez, c'est quelque chose qui est simple, dire voilà, est-ce qu'il y a une neuropathie? Et il faut la tester, cette neuropathie, avec les microfilaments ou à l'examen clinique selon les moyens qu'on peut avoir. Et s'il y a une neuropathie, à ce moment-là, ça définit une fréquence de surveillance du pied diabétique. On rajoute à cette neuropathie soit une artériopathie ou des déformations du pied, eh bien, ça nous donne une exigence particulière. Et quand je dis nous, médecins de MPR, mais bien sûr, médecins généralistes, médecins spécialistes, médecins diabétologues, endocrinologues qui suivent ces patients, de dire, ben voilà, il faut avoir un avis et une surveillance tous les 3 mois, de prévention. Puis s'il y a des pathologies, ben, beaucoup plus largement. Sur ces stratifications des risques et des facteurs de risque des 3 grades, eh bien, quand il n'y a pas d'atteinte, c'est un diabétique non insulino-dépendant, le grade 0, eh bien, c'est les conseils hygiéno-diététiques, le contrôle des facteurs de risque cardiovasculaires globaux. Quand il y a une neuropathie sensitive, eh bien, il faut faire une éducation spécialisée, spécifiquement dédiée pour le pied diabétique. Quand on y associe une artériopathie, et au-delà, s'il y a une déformation, etc., à ce moment-là, il faut y associer des mesures spécifiques d'appareillage, une chaussure adaptée. Et là, ce qui est marqué pédicurie 4 fois par an, en France, je vous ai rajouté ça, pourquoi 4 fois par an? Parce que c'est ce qui est aujourd'hui remboursé. Un diabétique non insulino-dépendant, s'il est classé stade 2, il y a un remboursement de 4 soins par an de pédicurie. S'il est stade 3, alors il y a 6 fois par an. Tout ça est parfaitement bien décrit dans l'article dont j'ai fait référence. Alors, une idée aussi, c'est que la médecine physique réadaptation, par l'expérience du suivi des patients, et avec nos confrères aussi chirurgiens vasculaires, on se rend compte quand on est au stade de pied diabétique, de lésions, de mal perforants et de lésions ulcérées, de plaies chroniques, eh bien, il faut bien se rendre compte que la façon d'améliorer les choses, c'est plus sur un versant mécanique et vasculaire que sur un versant métabolique. C'est-à-dire qu'on aura beau, et c'est vrai qu'on a toujours tendance à se réfugier en disant, ben voilà, équilibrons dans le diabète, si le diabète n'est pas équilibré, etc., on n'arrivera pas à cicatriser. Les travaux scientifiques et les consensus qui ressortent, c'est de dire qu'il faut prêter une attention toute particulière, on en parlera au niveau de l'appareillage, à l'aspect mécanique de la décharge, qui est extrêmement important dans la cicatrisation. C'est la recherche de l'ostéite et le traitement de cette ostéite, sinon on n'y arrivera pas, même si on équilibre bien le diabète. Et puis aussi, voir quel est le tableau d'ischémie éventuelle, de lésions macroangiopathiques, et si elles ne sont pas traitées, car sinon, ça ne cicatrisera pas. Donc, et des petits adages relativement simples, tels que ceci, faire marcher n'améliore pas la cicatrisation, l'équilibre glycémique n'est pas le problème essentiel. Au stade, c'est pas que c'est pas nécessaire, mais c'est pas le problème essentiel. La prise en charge de la plaie chronique est plus mécanique et vasculaire que métabolique au stade de la plaie ulcérée.
Alors, deux types d'expériences et deux publications qui font état de consultations spécialisées diabétiques. C'est le travail de l'équipe du CHU de Limoges, qui définit la nécessité d'une prise en charge multidisciplinaire avec des compétences à la fois médicales, mais aussi paramédicales, et avec le rôle tout à fait essentiel de l'appareillage de décharge, avec la place des bottes non amovibles. Et ceci permet d'atteindre, avec du temps, la constance, la rigueur, et bien des taux de cicatrisation tout à fait importants pour des maux perforants volontaires avancés. Et puis c'est aussi la mise en place d'associations, de réseaux autour du diabète qui ont été mis en place. C'est ce réseau Entraide, dont je vous donne un exemple de leur site. Et donc par ville sont structurées une consultation pied diabétique pour que les patients de grade 2 ou de grade 3 puissent bénéficier de façon un petit peu rassemblée de l'expérience et de la compétence des différents professionnels nécessaires. Réentraînement à l'effort, on en parlera, il y aura une thématique particulière qui sera faite. Alors la rééducation, cette part de l'entraînement à l'effort est définie, parce qu'il est recommandé dans les travaux, eh bien c'est, on va le voir juste après, un temps régulier, chaque jour, etc. Alors là, un travail de l'équipe dijonnaise de réadaptation sur un plan cardiovasculaire du professeur Casillas et du docteur Crémeau, sur un programme sur cycloergomètre, 30 minutes par jour, pendant 3 mois, avec une séance de supervision mensuelle. Et bien ça améliore les choses sur du court terme, sur la force du quadriceps, sur la puissance développée, mais à long terme, pas d'effet sur la quantité d'activité physique poursuivie à long terme. Donc, vraiment, on touche le problème de la motivation, de l'observance, et on pourra faire ce qu'on veut, si on veut aller sur le long terme. C'est une approche éducative et un relais associatif notamment, qui ne relève pas que du sanitaire et du soin hospitalier, etc. S'il n'y a pas ce relais associatif sur le long terme, eh bien, on aura beaucoup de mal de ne pas voir survenir ces différentes questions. Alors parlons justement de l'activité physique. Pour faire le lien avec nos amis endocrinologues, etc., c'est le traitement de l'insulinorésistance. Et puis, c'est aussi le traitement, donc c'est un bon traitement pour le diabète de type 2, d'une part, et puis d'autre part, c'est un excellent traitement pour les autres facteurs de risque cardiovasculaires, que sont l'obésité, la surcharge pondérale et l'obésité, les paramètres lipédiques, que ce soit triglycérides, cholestérol, la tension artérielle, et aussi les facteurs prothrombotiques qui sont modifiés dans la maladie diabétique. Donc l'activité physique est un excellent traitement pour ça. En effet, dans le diabète, et notamment dans le diabète de type 2, il faut faire un peu la différence entre le diabète de type 2 et le diabète de type 1, eh bien, le substrat énergétique, il y a un déséquilibre qui se fait aux dépens du glucose par rapport aux acides gras libres. Et le fait de redonner de l'activité physique à faire, eh bien, va imposer le glucose comme le carburant nécessaire à l'exercice musculaire. Donc le médicament idéal du diabétique non insulino-dépendant, c'est en particulier l'activité physique, et pour ça, on a un rôle fondamental sur un plan éducatif, mais déjà, il faut s'en persuader, déjà, soi-même. En effet, cette activité physique va avoir le même effet que l'insuline sur le tissu musculaire, avec l'augmentation du transport du glucose et la glycogénolyse. Et puis, sur le versant lipidique, il va avoir un effet opposé à l'insuline, et ça c'est tout à fait intéressant. Vous savez, quand vous avez un diabétique de type 2, vous mettez sous l'insuline, il va prendre du poids. Et c'est une des difficultés aussi, au passage à l'insuline. Et bien dans cette situation-là, l'activité physique, elle a un rôle aussi sur l'augmentation de la lipolyse, donc la perte de poids, donc on joue sur des facteurs cardiovasculaires associés. Donc il faut bien le considérer, parce que cette activité physique, elle a donc une cible métabolique, je viens de vous l'exposer, mais aussi elle a une cible psychologique importante. C'est rompre avec l'obsession calorique que subissent les patients diabétiques de type 2. Et dire qu'on se focalise, et les médecins en général disent il faut maigrir, etc. Eh bien, en effet, il faut maigrir, mais essayons de définir une autre cible pour pouvoir arriver à les faire maigrir. Et puis, il y a une forte justification psychosociale d'activité, de sortie collective et un effet antidépresseur qu'il faut considérer quand on pratique une médecine globale et humaine
Les recommandations par rapport au diabète de type 2, c'est 30 minutes de marche rapide par jour, ou équivalent par des activités occupationnelles, natation ou autre, plutôt que les 30 minutes de jogging et 1 heure de vélo ou 2 heures de marche, qui sont très difficiles à tenir. Donc il est reconnu dans les recommandations que c'est, pour le diabète de type 2, c'est 30 minutes de marche rapide. Régularité et persévérance, c'est ce qu'il faut, caler sur, on dit théoriquement 60% de la VO2 max, ou la fréquence maximale théorique 220 moins l'âge, ou simplement dire à vos patients, eh bien, marchez à un rythme soutenu, essayez de toujours continuer à parler avec votre voisin, et vous serez dans un secteur d'effort tout à fait cohérent par rapport à cet entraînement et ces recommandations d'activité physique. Les risques, c'est toujours la question qu'on se pose, risque de l'activité physique pour ce type de patient, certes des complications cardiaques avec ischémie myocardite silencieuse, les complications chronologiques, et là il faut être d'autant plus vigilant quand on prescrit de l'activité physique. Le risque d'hypoglycémie est relativement faible et maîtrisable, puisqu'il suffit d'avoir une bonne éducation, ce qu'on mange et comment on va utiliser nos différents traitements. Alors je voudrais faire une différence entre le diabète de type 2 et le diabète de type 1. Dans le cas du diabète de type 1, les mécanismes sont un petit peu différents, il n'y a pas d'effet métabolique direct, mais par contre on joue sur les facteurs cardiovasculaires associés. Et là, le risque hypoglycémique, il est plutôt plus maîtrisable, mais plutôt plus important. Et donc, il faut que les patients soient bien éduqués par rapport à ce point du diabète de type 2. Mais de toute façon, dans les diabètes, l'éducation thérapeutique du patient et l'instruction des médecins par rapport à l'activité physique est tout à fait essentielle. En conclusion, je voudrais simplement reprendre quelques idées de fond et de base, et simples. La prise en charge d'une plaie chronique du pied diabétique est plus mécanique et vasculaire que métabolique. Et c'est le rôle du débridement par les pansements, mais aussi éventuellement chirurgical, de la décharge et des gestes de revascularisation quand c'est nécessaire, comme une ischémie sous-jacente. Et là, il faut le traiter, car sinon on n'y arrivera pas. Le deuxième point, c'est que les résultats dépendent d'une action précoce, globale et coordonnée. Précoce, on arrive souvent à des stades tardifs. En médecine de réadaptation, les patients arrivent relativement tard, et ça, plus on le donnera tôt, mieux ça sera, et sur un processus éducatif, mieux ça sera. Donc ça, c'est important de pouvoir collaborer bien avec nos confrères de médecine interne, de diabétologie, de les médecins généralistes, pour pouvoir, et puis aussi l'éducation aux patients, pour pouvoir essayer de les avoir tôt, pour les prendre bien dans le système. Et à défaut de l'action précoce, on arrive, et les travaux le montrent, eh bien on arrive, avec les traitements mis en place, à cicatriser. Et puis, il y a des recommandations de suivi qui existent. Et bien, si elles existent, autant essayer de les appliquer. Le traitement médical et la rééducation, même adaptés, n'ont jamais empêché une amputation sur une artériopathie sévère. C'est pas la peine de s'en raconter. Le diabétique amputé peut et doit avoir une fonction et une qualité de vie satisfaisante grâce à l'appareillage lorsqu'il est amputé. Donc, c'est pas une catastrophe en soi si on est à ce stade-là pour des raisons d'artériopathie, etc. Eh bien, il y a de quoi faire. Et ce message-là, il faut le porter et être fier de le porter. Et tout commence quand on commence à être amputé. Je vais en avoir beaucoup de mains pour le patient. Le contrôle des facteurs de risque et de l'artériopathie reste prioritaire. Et l'activité physique est à disposition. Et plus qu'à disposition, il faut aussi la solliciter pour que... Et ça, c'est très difficile, mais c'est central. Et puis l'efficacité de l'ensemble de nos prises en charge à tous dépend de notre complémentarité et d'agir au bon moment et avec des outils et des recommandations qui sont maintenant établies. Alors, il y a quelques références. L'article que je vous ai cité du journal de réadaptation médicale qui est intéressant. Un travail sur la nécessité de l'approche multidisciplinaire autour du pied diabétique, fait par une médecin diabétologue. Et puis des recommandations américaines. Vous voyez qu'il y a une recommandation américaine qui est faite sur l'organisation des soins et la prévention pour le petit diabétique, aussi pour les atteintes artérielles chez les diabétiques, et puis également dans le cadre du pied infecté. Donc là, il y a de quoi faire, à lire, en langue française, en langue anglaise. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Dr Paysan, de votre exposé très clair. J'invite Dr Chedel Aweni Kesheri qui vient de nous rejoindre, à rejoindre la table de modération.
Avant de passer la parole tout de suite après à Dr Sinan Blika, chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital Saint-Louis, qui va nous parler d'un thème intitulé l'amputation est-elle évitable? Messieurs les modérateurs, je commence également moi-même à remercier le comité d'organisation de m'avoir invité donc, à parler d'une question et à répondre en fait à une question assez ingrate et un petit peu difficile. Donc, l'amputation est-elle évitable? L'amputation est-elle évitable dans les pays diabétiques? On va le montrer, hélas, parfois non, mais dans certaines situations assez particulières, on peut être amené donc à faire des reconstructions assez particulières. Donc, le chirurgien, malheureusement, il intervient quand les lésions sont déjà très évoluées, quand les soins médicaux ont été inefficaces. Il faut s'adapter donc à cette fameuse triade dont on a déjà parlé de la neuropathie, ischémie, infection. Privilégier le traitement conservateur, et en fait, c'est trouver sur le fil du rasoir entre une cicatrisation rapide et une conservation de la statique du membre. Toutes les possibilités de revascularisation, comme on l'a dit, doivent être envisagées et on peut aller même jusqu'à donc, faire une chirurgie assez agressive de reconstruction donc, par lambeau et par greffe cutanée. Un petit mot d'abord sur des situations un petit peu particulières, c'est qu'on ne peut pas toujours éviter une amputation évidemment, surtout lorsqu'on est dans le cadre d'un sepsis grave et lorsque le pronostic vital est engagé. À ce moment-là, c'est une amputation salvatrice, malheureusement. Et malgré donc, le geste d'urgence de l'amputation, il faudra faire un traitement le plus conservateur possible. Parce que dans ces situations-là, surtout dans ce patient-là où on est à faire donc, une fonte purulente du pied, les limites entre infection et peau saine sont difficiles donc, à mettre en évidence. Donc être le plus conservateur possible, c'est toujours la règle. Et puis bien sûr, la couverture antibiotique a très large spectre, même pour les situations moins graves. Chirurgie conservatrice, pour éviter les amputations, qu'est-ce qu'on peut faire? D'abord, on va aller du plus simple au plus compliqué. Les parages simples, les drainages chirurgicaux, les excisions sutures au niveau du pied et l'ostéoarthrectomie. Malheureusement, c'est des situations qui ne sont pas toujours faisables. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des sous-sols très infectés, à des berges nécrotiques, et donc on ne peut pas faire d'excision suture. C'est comme dans cette situation-là, on ne peut pas fermer les plaies. En plus, la face dorsale du pied et surtout la face plantaire du pied, ce sont des zones où la peau est très épaisse, où la mobilisation cutanée est difficile, donc l'excision suture n'est pas toujours possible. Pour ce qui est de la chirurgie conservatrice dans le cadre d'une ostéoarthrectomie, également, par exemple sur les mâles perforants plantaires, sur les têtes des articulations métatarso-phalangiennes, on peut aussi également faire donc, une chirurgie conservatrice en faisant une résection en cas d'ostéite de l'os, en évitant donc même parfois en condamnant les tendons. Et là aussi, c'est des situations qui sont quand même assez exceptionnelles, vu l'état infectieux et vu donc, le sous-sol et l'état des berges de la plaie. Donc là aussi, l'ostéoarthrectomie, bien qu'elle permet de conserver la statique et au prix d'un appareillage, donc de garder une fonction parfaite au niveau du membre, c'est des situations également qui sont assez exceptionnelles. Toujours associer une revascularisation, c'est la règle, mais on ne peut pas toujours revasculariser également. Donc il y a des situations où on reçoit des patients dans des états assez graves, ils ont déjà subi des amputations et on nous les envoie pour des défauts de cicatrisation. L'examen artériel est systématique chez ces patients-là pour des décisions. Et comme on voit dans cette situation-là, par exemple, on a affaire à des lésions d'artérite distale très sévères, surtout à l'étage sous-boréal. Et là, un geste de revascularisation reste très aléatoire. Dans ces situations-là, malheureusement, c'est la cicatrisation dirigée, c'est les bains d'oxygène, c'est l'oxygénothérapie hyperbare, et parfois l'amputation, malheureusement, n'est pas l'amputation est obligatoire. On peut avoir des situations qui sont un petit peu plus favorables. Lorsqu'on a un début de bourgeonnement, par exemple sur cette lésion du talon, et qu'on a donc
sur l'imagerie intra-artérielle, une possibilité de revascularisation, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter, surtout lorsqu'on est à l'étage fémoro-poplité et sous-gonade, parce que ce sont des gestes qui se font très souvent sous rachianesthésie, sous anesthésie opérationnelle, qui peuvent se faire sous bloc. Donc on a affaire à des situations où la revascularisation est beaucoup moins agressive qu'une revascularisation de l'étage, par exemple, aorto-iliaque. Et donc là, comme chez ce patient-là, où on a une occlusion de la fémorale superficielle, donc on a pratiqué un pontage fémoro-poplité qui va améliorer sans doute l'état local et la cicatrisation. Donc la restauration chirurgicale, il faut toujours la faire, quel que soit l'étage, aorto-iliaque, iliofémoral, fémoro-poplité, fémoro-jambier, et on est beaucoup plus partant, surtout pour l'étage sous-inguinal, encore une fois, pour des considérations d'ordre général, parce que souvent on a affaire à des patients qui sont très âgés, multitarés, coronariens, qui ont des sténoses carotidiennes, donc l'anesthésie générale risque d'être un petit peu délétère. Donc l'étage fémoro-poplité, fémoro-jambier peut très bien se faire. Qu'est-ce qu'on peut faire comme type de revascularisation? On peut faire des thrombons d'artériectomie. Vous savez que chez les diabétiques, un des sites électifs de l'athérosclérose au niveau des membres inférieurs, c'est l'ostium de la fémorale profonde. Les fémorales profondes sont très souvent touchées. Et il se trouve que c'est l'artère fémorale profonde qui est l'artère la plus importante pour le membre. Donc on va faire comme chez ce patient-là, donc une thrombon en artériectomie avec un élargissement du carrefour. Donc c'est un geste qui se fait très aisément chez un malade sous bloc ou sous ALR, avec un contrôle du trépied fémoral, un clampage du trépied fémoral, une ouverture de l'artère, l'excision du séquestre athéromateux et une suture avec un élargissement sur un patch prothétique ou sur un patch, on peut également faire ça sur un patch veineux. Ça permet d'améliorer considérablement la vascularisation distale. Autre technique sous-inguinale, le pontage classique fémoro-poplité au-dessous du genou, en utilisant soit un matériel prothétique, soit la veine saphène. On peut aller très distalement, faire même des pontages extrêmes de sauvetage des fémoro-jambiers, par exemple, par veine saphène. On peut aller donc très loin sur le trépied, sur l'artère tibiale antérieure, sur l'artère tibiale postérieure. Les pontages extra-anatomiques font partie également de l'arsenal de la revascularisation. Là encore, les extra-anatomiques fémoro-fémoraux, ce sont des pontages également qui se font assez facilement. Vous avez également ici l'exemple d'un patient qu'on a opéré pour un sauvetage de membre d'un pontage anatomique fémoro-jambier par veine saphène, et on a, particulièrement sur ce malade, un recul de 10 ans. Donc il a perdu 2 ou 3 orteils dans la bataille, mais il a conservé son membre. Pour les restaurations aorto-iliaques, c'est une chirurgie qui est beaucoup plus agressive. Le monitorage est un monitorage invasif, et donc l'étage aorto-iliaque, c'est les reconstructions aorto-bi-iliaques, aorto-bifémorales, aorto-iliaque d'un seul côté par des prothèses bifurquées ou par des prothèses simples. Donc là, c'est un patient qui doit être absolument bilanté sur tout et considéré, donc il doit être bilanté sur tous les sites potentiels d'athérosclérose. Autre type de revascularisation possible, c'est la revascularisation par angioplastie. Voici l'exemple d'une patiente qui a été reçue, c'est un stade 4 sur un pied diabétique très sévère, avec une mise à nu de la face antérieure, de la face dorsale du pied. Patiente très âgée. Donc cette patiente avait à l'examen artériaux uniquement une lésion subocclusive au niveau de l'artère fémorale superficielle, une lésion très courte et très sténosée en virale. Donc cette patiente a bénéficié, dommage, normalement il y a un film qui doit se déclencher, donc la patiente a bénéficié d'un stenting de sa fémorale superficielle par un stent monté sur balance, qui a permis de revasculariser, après l'angiographie de contrôle, le film ne se déclenche pas, de reperméabiliser l'artère, et on a complété par une greffe en commun au niveau de la face dorsale, et ça a permis de sauver le membre. Pour le plus distal, les techniques d'angioplastie peuvent se faire même sur les lésions très distales au niveau du trépied jambier, artère tibiale antérieure ou tibiale postérieure. À ce moment-là, on n'est pas de stent, mais on met, c'est des dilatations au ballon, soit un ballon simple, soit des ballons actifs. Et ça permet également d'améliorer la vascularisation distale lorsqu'on a un problème de cicatrisation
sur un pied diabétique ou sur un moyen d'amputation. En effet, paradoxalement, on peut être parfois obligé d'associer une chirurgie mutilante à une revascularisation. Et la revascularisation, à ce moment-là, est faite uniquement pour avoir une meilleure cicatrisation du moignon. Ça se fait assez couramment. La chirurgie reconstructrice de sauvetage, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une pratique quand même qui est très limitée, puisqu'on a affaire à des patients à risque, tarés. Vous savez qu'on n'aime pas trop faire de lambeaux chez les diabétiques, par définition à cause de la microangiopathie, d'autant plus s'il y a des lésions artérielles donc proximales sévères. Le pourcentage de réussite est assez faible. Elle est réservée à des jeunes qui ont un état vasculaire acceptable. Il faut fournir une information très claire aux patients avec les risques encourus, notamment sur la zone donneuse, mais aussi sur la zone receveuse, parce qu'on peut, au lieu de sauver un membre, se retrouver dans une situation où on va être obligé donc de faire une amputation haute, notamment transtibiale. Tout est faisable, de la greffe de peau jusqu'au lambeau libre. Le premier temps, c'est toujours un débridement chirurgical avec un prélèvement bactériologique. On insiste beaucoup sur l'antibiothérapie. Donc il faut faire ces reconstructions sur des sous-sols qui commencent à bourgeonner. La technique va être fonction de la localisation, de la taille, de la profondeur et du terrain vasculaire. Alors, la greffe en peau saine, en peau basse dermoépidermique est préférée, après un bourgeonnement local en utilisant une vague thérapie. Et si on a un problème de mise à nu d'éléments nobles, comme les vaisseaux ou les tendons, à ce moment-là, on va recourir à des lambeaux. Alors, on va essayer de délimiter zone par zone pour les possibilités de lambeaux. Pour la cheville, le dos du pied et la région du tendon d'Achille. Le chef de file, c'est le lambeau neurocutané sural, plus rarement le lambeau musculaire abducteur de l'hallux, le lambeau musculaire du corps expanseur et le supramalléolaire externe. C'est bien sûr fonction de la faisabilité, mais c'est aussi fonction de l'expérience de l'équipe et de ce que les gens ont l'habitude de faire. Le lambeau neurocutané sural est un lambeau qui est très utilisé sur les pieds diabétiques, notamment pour les pertes de substance au niveau de la face, au niveau de malléolaire. Donc voici le traçage du lambeau. C'est un lambeau fascio-cutané ou graissio-cutané qui est prélevé sur l'artère du nerf sural. Donc bien sûr, avant toute procédure de reconstruction par lambeau, il faut bloquer l'articulation par un fixateur externe. Voici le nerf qui est donc individualisé, la levée du lambeau en palette. Et puis, il a un excellent arc de rotation qui permet de venir et recouvrir, donc, par exemple, une malléole avec une tunnelisation ou bien externe, ou bien on peut faire également une tunnelisation sous-cutanée de son pédicule pour éviter des problèmes de compression. La cicatrisation est très caractéristique dans le lambeau neurocutané sural, c'est ce qu'on appelle une cicatrisation en boule. C'est assez inesthétique, mais ça garde quand même une bonne fonction avec la greffe de la zone donneuse lorsque donc on est obligé, lorsqu'on ne peut pas faire de cicatrisation dirigée. Le lambeau neurocutané sural est également un excellent lambeau pour la région du tendon d'Achille. C'est toujours cette cicatrisation assez inesthétique en boule. Autre lambeau pour la région de la cheville également, c'est le lambeau supramalléolaire externe. C'est un lambeau assez particulier. Sa caractéristique, c'est que c'est un lambeau qui a un très bon arc de rotation, mais qui est difficile à prélever. Il est prélevé sur une vascularisation terminale. Ce sont les communicants entre l'artère fibulaire et la tibiale postérieure. Mais c'est un lambeau qui a un très bon arc de rotation et qui permet, comme dans cette situation, après levée du lambeau, de venir se greffer sur une zone malléolaire ou sur la zone portante avec une cicatrisation qui est assez esthétique et qui confère une bonne fonctionnalité aux membres. Pour la partie antérieure de la plante, fréquente surtout au niveau de la tête des métas, c'est essentiellement les lambeaux d'orteil, surtout lorsqu'on est obligé de faire une ostéoprectomie de la tête, donc de l'articulation métatarso-phalangienne. Sinon, ce sont des lambeaux locaux, les classiques lambeaux d'avancement, c'est ce qu'on appelle des lambeaux d'avancement sous-cutanés en VY. Pour la partie moyenne de la plante, c'est essentiellement les lambeaux locaux d'avancement, VY, sinon c'est le lambeau de rotation plantaire médiale, qui est un excellent lambeau pour la partie moyenne de la plante et pour la partie même portante du talon. C'est un lambeau qui est de prélèvement également difficile,
mais c'est un lambeau qui cicatrise très bien et qui permet surtout d'avoir une sensibilité de protection puisqu'il est prélevé avec le nerf médial interne. Le talon, vous savez que très souvent en pratique clinique, ce sont ces situations-là auxquelles on a affaire, c'est le principal challenge de sauvetage de membre. Pourquoi? Parce que si on a un problème, l'échec va conduire à une amputation transtibiale. Il y a plusieurs types de lambeaux qu'on a utilisés pour le talon, étant essentiellement le lambeau de rotation préfaciale à pédicule interne, le lambeau plantaire médial en îlot neurovasculaire dont on vient de parler, et le neurocutané sural également, on en a parlé. Donc, une lésion assez avancée au niveau du talon, sur lequel nous avons fait un lambeau plantaire interne. Le lambeau plantaire interne est prélevé sur le pédicule tibial postérieur, et c'est un lambeau qui confère, comme je le disais, une sensibilité, parce que c'est un lambeau on prend le nerf médial interne avec. La palette cutanée est prélevée au niveau de la voûte plantaire, et donc est une zone non portante. Il a un excellent minces. Ils sont beaucoup plus élégants, moins disgracieux. Ce sont des fasciocutanés. Ils ne posent pas de problème de savonnage comme pour le grand dorsal, mais là aussi, ça dépend de l'expérience de l'équipe qui le fait. Le lambeau antérolatéral de cuisse est prélevé sur des perforantes au niveau de la branche descendante de l'artère fémorale profonde.
échographique des perforantes et on prélève le lambeau sur une énorme palette comme on veut, donc cutanée. Et l'avantage de ce l'antérolatéral de cuisse, c'est que la cicatrisation au niveau de la cuisse se fait très facilement, on ferme directement et on a donc une cicatrisation sans problème au niveau de la zone donneuse. Voici la palette du lambeau avec son pédicule et puis le fameux lambeau chinois. Le lambeau chinois, parce qu'il a été décrit par les Chinois en premier, c'est en fait une palette facio-cutanée prélevée sur l'artère radiale. Habituellement, comme on voit ici, habituellement le chinois est utilisé pour la main, mais également il est décrit pour le talon. Et c'est un lambeau qui est beaucoup plus élégant que le grand dorsal. Donc voici alors, le message qu'il faudrait faire passer, c'est que ne croyez pas qu'on fait ça de façon courante. Hein, c'est des situations vraiment d'exception. C'est une chirurgie qui reste toujours une procédure d'exception. Ça se discute au cas par cas. Il faut absolument, chez les pieds diabétiques, donc privilégier la détection mécanique, l'antibiothérapie et puis la VAC. La VAC thérapie, c'est pratique. Ça devrait rentrer dans les mœurs et être pratiquement systématique pour les pieds diabétiques. Il faut toujours revasculariser quand il y a quelque chose à revasculariser et à ce moment-là, il faut choisir la procédure qui est la plus appropriée pour le patient et plus adaptée au patient en fonction de son état général. Donc c'est des dossiers qui se discutent au cas par cas. Et donc, malheureusement, si donc, en conclusion je pourrais répondre à la question, l'amputation est-elle évitable? Elle n'est pas toujours évitable. Et les amputations pour les pieds diabétiques restent quand même la première amputation pour les pieds non traumatiques. Et on revoit un petit peu la littérature pour un petit peu commenter la présentation du docteur Inneslier. En 2013, les pieds diabétiques, c'est une amputation toutes les 30 secondes dans le monde. Voilà, je vous remercie.